qu'en agilité, le but, c'est pas d'aller plus vite ou de faire moins cher, mais bien de développer quelque chose qui correspond plus aux besoins. Et pour ça, il faut que l'équipe elle soit assez autonome, qu'elle n'ait pas de chef de projet, qu'elle ait accès directement aux utilisateurs. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Ampoule. Aujourd'hui, l'Ampoule reçoit Camille Guibaudot. Bonjour Camille. Bonjour Alice. Camille, tu as un parcours qui est, on va dire, émaillé d'innovation. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans l'innovation ? En fait, pour moi, l'innovation, c'est le mélange, c'est le moyen de rassembler et de faire facilement cohabiter les deux parties du cerveau, à la fois le cerveau droit de la créativité et le cerveau gauche qui est méthodique et structuré. Quand j'étais enfant, moi, j'étais déjà pas mal créative, avec du dessin, des choses comme ça. Et pourtant, j'ai choisi des études très scientifiques, école d'ingénieur, le côté justement organisé. Mais en fait, ça me chiffonnait un petit peu, cette méthodologie pure, cette théorie. Et à la fin de ma 3e année d'école d'ingénieur, donc à Polytechnique, je devais faire le choix de 4e année. Et j'en avais vraiment assez des bancs de l'école et des théories pures. Et je me suis dit, j'ai envie de faire un master en alternance. Et le seul qui était proposé, c'était un master en management de l'innovation. Donc en fait, je suis tombée dans l'innovation un peu par hasard. Mais j'ai vite senti que c'était un bain qui me convenait bien, où je voulais évoluer, parce que ça me permettait justement de réconcilier ces deux cerveaux. Et j'ai entendu assez tôt, je crois que c'était dans ma formation, une phrase qui m'a marquée, c'est que l'innovation, en fait, c'est l'invention qui a trouvé son marché. Et c'est quelque chose qui me plaît parce qu'en fait, l'innovation, c'est pas de la créativité pure. Moi, je me reconnais pas dans la créativité pure. Je suis créative, mais je suis pas juste ça. Et je me reconnais pas non plus dans la rationalité pure. Et finalement, cette créativité associée aux aspects business, justement à la rationalité, au sens du réel, c'est ce que je trouve dans l'innovation et c'est ce qui me plaît. Et en fait, l'innovation, c'est aussi pour moi, et surtout par rapport à ces aspects business, c'est aussi la considération de l'utilisateur dont on cherche l'adhésion pour avoir un marché. Et c'est également la gestion des partenariats, parce que pour développer une innovation, on est rarement tout seul dans son garage, ça n'arrive que très rarement. Donc, c'est gérer en fait tous ces aspects partenariaux. Et c'est ce que j'ai commencé à mettre en application dans mon parcours professionnel rapidement. Donc en fait, j'ai commencé par mettre en application dans mon secteur d'intérêt personnel premier, qui était le domaine de la santé et du handicap. Et j'ai rejoint une petite structure à l'époque à Toulouse, qui s'appelait le Centre e-santé. À l'époque, on était 10 ans trop tôt. On était loin de la télémédecine forcée par le contexte Covid. Donc, c'est une innovation qui ne trouvait pas forcément tout à fait son marché. Donc, j'ai poursuivi dans l'aéronautique. Je n'étais pas une passionnée d'aéro à l'époque. Je ne suis d'ailleurs toujours pas tout à fait. Mais ce qui m'intéressait, c'était la complexité du produit. Et je trouvais que c'était un super terrain de jeu et d'apprentissage pour les curieux comme moi. Les gens qui cherchaient justement à découvrir des nouvelles choses, à pouvoir proposer quand même des innovations sur un produit qui est quand même assez gros, qui fait rêver plein de gens et qu'on peut voir assez régulièrement. Et dans ce contexte aéronautique, justement, je me suis intéressée à ces volets partenariats, avec notamment les aspects juridiques, les contrats de collaboration, les aspects propriété intellectuelle. Parce que ces aspects contrats et propriété intellectuelle, ce sont quand même des concepts clés en innovation. On peut tout faire en propriété intellectuelle, on peut conserver la propriété, on peut la donner, on peut la vendre. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on le fasse en conscience, parce que derrière, si l'innovation part sans qu'on l'ait voulu, c'est quand même assez dommage. Donc, c'est comme ça qu'après, toujours dans l'aéronautique, j'ai atterri sur mon dernier poste, là, autour de l'agilité et du coaching. Et ça a été une vraie révélation. Ça a donné du sens à mon parcours sur l'innovation. Et c'est pour ça que je suis d'ailleurs aujourd'hui une formation de coach professionnel par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu as découvert en adoptant cette posture de coach agile ? Alors pour moi, il y a 2 valeurs primordiales qu'on trouve dans le coaching agile, dans l'agilité en général par rapport à l'innovation. C'est le centrage utilisateur et l'accompagnement du changement, qu'il soit à l'échelle de l'individu, de l'équipe ou de l'organisation. Dans l'agilité comme dans le coaching, c'est l'état d'esprit et les soft skills plus que les ateliers et la technique qui sont différenciants.
parce que finalement, on n'implémente pas juste de nouvelles méthodes, on développe un nouveau mode de travail et une nouvelle mentalité. Donc par rapport à l'innovation, c'est comme si on développait un produit ou un service seul. Là, ça amène à l'échec. Quand on développe un produit ou un service, il faut développer aussi de nouveaux usages, un nouveau rapport à ce produit et ce service. Et c'est justement cet accompagnement du changement qui est important pour moi pour l'adhésion de l'utilisateur à cette innovation. Et finalement, j'ai trouvé aussi dans ces aspects agilité et coaching, des éléments clés qui sont très similaires. En coaching, on parle de 3 facteurs clés dans ma formation, qui sont l'autonomie, la responsabilisation et le passage à l'action. Et finalement, pour une équipe agile, pour qu'elle soit dans des bonnes dispositions pour bien développer, que ce soit son produit logiciel ou son nouveau produit, c'est aussi ce besoin d'autonomie, cette responsabilisation pour être performante, parce qu'en agilité, le but, c'est pas d'aller plus vite ou de faire moins cher, mais bien de développer quelque chose qui correspond plus aux besoins. Et pour ça, il faut que l'équipe elle soit assez autonome, qu'elle n'ait pas de chef de projet, qu'elle ait accès directement aux utilisateurs, qu'elle puisse collecter directement les retours via les démonstrations qui sont faites. Et ce que je trouve hyper intéressant aussi en agilité, c'est ces volets incrémentaux et itératifs, parce que le but dans le développement agile, c'est de développer une petite brique, de commencer par la fonction qui tue, ce qui va vraiment servir à l'utilisateur, qu'on valide et qu'on améliore une première fois pour sortir un nouveau produit, qu'on va tester, qu'on va valider et améliorer jusqu'au lancement du produit final. Donc, en agilité, on parle de produit minimum viable, le fameux MVP. Et finalement, c'est cette combinaison itérative et incrémentale qui permet de développer le bon produit par cette adaptation constante au changement, en fait, au changement d'envie du client, au changement d'environnement, plutôt que d'avoir quelque chose un développement en cascade où on part dans un coin, on reste pendant 3 ans à développer notre nouveau produit, notre nouveau logiciel, et on arrive plus tard et le client il nous dit en fait c'est plus du tout ça que je veux parce que mon environnement a changé, parce que moi j'ai changé, parce que mes envies ont changé. Donc c'est vraiment hyper important pour moi cet aspect incrémental et itératif de l'agilité. Donc, c'est assez similaire au prototypage rapide, ça permet de capter rapidement le retour du client et c'est primordial dans l'adhésion finale du client et de l'utilisateur. Et d'un aspect humain, est-ce que tu ne penses pas que ça peut créer une certaine insécurité, puisqu'on n'a pas de feuille de route qui est claire, on a une feuille de route qui change à chaque itération, et est-ce que tu penses que y a un risque de créer un climat d'insécurité et de stresser les personnes qui vont être dans ce changement? C'est un point qui est très important en agilité parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises qui l'appliquent mal, c'est justement des équipes qui sont hyper sous pression et avec des burn-out réguliers parce qu'on s'adapte. L'agilité, comme on dit, c'est pas juste des nouvelles méthodes, c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Donc, dans l'agilité, on a une contrainte de temps, on a une contrainte de budget, et ce qu'on fait varier dedans, c'est les fonctionnalités qu'on va développer dans cette enveloppe de budget et dans cette contrainte de temps. Et il faut que l'environnement en fait, soit prêt à faire varier ces éléments de contenu, ces fonctionnalités, pour finalement enlever de la pression aux équipes. Parce que si on reste avec la même contrainte de temps, la même enveloppe et le même contenu technique, c'est là où on va faire sauter quelqu'un ou sauter toute l'équipe. Et c'est pour ça que on parle souvent d'équipe agile autonome. Et comme je l'ai dit, pour moi, c'est des principes qui sont hyper importants, la responsabilisation et l'autonomie de l'équipe. Pour autant, une équipe agile a quand même un manager qui n'est pas un manager de l'équipe, mais qui peut être un manager des personnes, des ressources de l'équipe, des ressources humaines de l'équipe, pour s'assurer que cet équilibre de charge de travail cet équilibre de vie est assuré et pour protéger en fait l'équipe. Et le manager a un rôle clé dans l'agilité qui passe aussi par la vision qui est transmise à l'équipe, mais qui est de protéger les personnes de l'équipe aussi. Et ça, c'est un point qui est souvent oublié dans la mise en place des équipes agiles. Est-ce que c'est la position du manager en tant que coach ? Alors, oui, c'est plus, alors pas au sens de coach agile, mais vraiment au sens de manager-coach pour accompagner les équipes, alors au
au sein de l'équipe agile, il y a un rôle clé qui est le rôle du Scrum Master, qui est de faire sauter les obstacles aussi qui sont autour de l'équipe pour que l'équipe de développement, produit ou logiciel, soit vraiment concentrée sur son développement. Mais le manager coach doit aussi faire sauter un certain nombre d'obstacles qui sont plus, on va dire, organisationnels, qui ne sont pas liés au contenu technique, mais qui sont plus organisationnels. Et effectivement, là, c'est plus un manager de contrôle, mais c'est vraiment un manager accompagnateur qu'on pourrait appeler un manager coach. Tu es en train, toi, de suivre une formation pour devenir coach. Quel est le rôle du coach par rapport à celui du manager coach? Alors, le manager coach ne dispose pas d'une extériorité comme le coach qui est extérieur à l'équipe. On parle d'extériorité politique. Souvent, il y a des coachs internes qui existent dans les entreprises, mais ces coachs internes sont souvent imprégnés de la politique de l'entreprise, de sa culture finalement, et donc ils perdent un petit peu de cette extériorité politique. Donc le manager coach n'a pas cette extériorité politique et n'a pas toujours non plus l'extériorité cognitive, c'est-à-dire que le manager coach peut aussi être un peu tête dans le guidon comme l'équipe. L'avantage du coach pur, qui n'est pas le manager coach, c'est d'avoir cette extériorité politique et cognitive qui permet à l'équipe de prendre du recul, de développer une vision hélicoptère sur la situation et de se placer ce qu'on appelle en coaching en position méta, c'est-à-dire vraiment en recul et de pouvoir analyser à tête reposée, à froid, ce qui se passe dans l'équipe. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de suivre cette formation pour être en capacité d'avoir cette vision méta? Alors, pour moi aussi, cette formation, ça m'a permis d'avoir cette position de méta par rapport à moi. Dans cette formation, j'étais entourée à la fois de coachs seniors formateurs et de futurs coachs dans ma promotion, avec pas mal de mise en pratique. Et finalement, cette formation, donc c'est une formation de développement personnel accéléré, puisque tous les concepts qu'on peut appliquer derrière aux clients, on se les applique aussi à nous. Donc, c'est réussir à comprendre ce qui fait sens pour nous. Et moi, ce que ça m'a apporté, c'était une prise de conscience de ce fil rouge dans ma carrière jusqu'à maintenant, de ce qui me motive, ce qui me passionne, c'est-à-dire l'innovation, le rapport entre les gens au sens des partenariats et au sens du travail d'équipe, la gestion du changement et cette gestion aussi de l'humain, parce que pour moi, c'est primordial en innovation de prendre en compte cet humain. Et si on oublie ces facteurs humains, il n'y a pas de succès pour moi de l'innovation, parce que si on oublie ces facteurs humains, on va pas oublier de répondre à un besoin et on va oublier tous ces changements, tout cet accompagnement du changement qui est clé pour l'adoption. Et dans cet accompagnement du changement, il faut réussir à accueillir les craintes des gens à qui on propose ces changements, parce que sinon ces craintes deviennent des résistances, et c'est là où on va avoir une résistance à l'adoption. Et c'est aussi accompagner ces changements, c'est aussi proposer à tous les acteurs impliqués ou impactés par ce changement de le co-construire, de le bâtir pour qu'ils puissent s'impliquer pour développer, que ce soit au travers de nouvelles méthodes comme l'agilité, le design thinking, ce genre de méthodes qui vont vraiment mettre l'utilisateur au centre. Mais moi, ce qui m'a marqué pas mal quand je me suis intéressée à la gestion du changement, y compris dans mes postes avant dans l'aéronautique, on m'a sorti une phrase qui était c'est pas que les gens n'aiment pas changer, c'est qu'ils n'aiment pas être changés. Et en fait, transformer les gens en acteurs du changement, c'est ça qui va les faire adhérer, c'est ça qui va permettre l'adoption de ce changement. Parce que finalement, dans l'agilité comme en coaching, on n'est pas seul, on est dans une entité, que ce soit un individu, une équipe, dans un environnement. Et dans cet environnement, il y a énormément d'interactions. Et on est en fait sur une approche systémique. Et quand on déplace quelqu'un dans le système, si tout le système ne bouge pas avec, finalement, par effet élastique, ce qu'on appelle l'homéostasie, le changement va être annulé, on va revenir à l'état initial. Et donc, accompagner ce changement et faire en sorte que tous les acteurs du système participent au changement, c'est ce qui va permettre que le système bouge en entier et ne revienne pas à son état stable initial, mais trouve un nouvel état stable en adoptant une innovation, un nouveau mode de travail, des nouveaux comportements. Donc, faire bouger tous les maillons du système, ou en tout cas une majorité de maillons de système pour qu'ils entraînent tous les autres, plutôt qu'un seul. Et finalement, en n'entraînant personne, finalement, ce maillon va revenir à sa place initiale.
Tu l'avais évoqué au début de ton parcours, tes, tes premiers amours de carrière étaient vers le monde de la santé. Est-ce que tu vois cette approche agile, cette approche de gestion du changement utile pour le domaine de la santé? Clairement, que ce soit l'innovation, l'agilité ou l'accompagnement du changement, je pense que aujourd'hui, tous ces concepts-là, leur application première, elle a beaucoup été pour le marché classique, hein, pour toucher la norme, ce qui était assez facile. Et pourtant, que ce soit justement l'agilité, le développement logiciel, toutes les innovations qui sont liées, qu'elles soient techniques ou managériales ou de marché, il y a énormément de choses qui pourraient être des vecteurs d'inclusion. Aujourd'hui, si on parle que de technique, on voit, je sais pas, moi, la dernière fois, je voyais sur certains outils collaboratifs de visioconférence comme Google Meet, avoir des sous-titres automatiques. Ces sous-titres automatiques, ils sont très importants pour les personnes qui sont déficientes auditives. Et maintenant, ça fait partie du quotidien de tout le monde. Donc, tout le monde y a accès. On peut trouver des dispositifs pour recouvrer la vue aujourd'hui. On peut développer des systèmes d'aide à la lecture pour les personnes dyslexiques. Toutes ces innovations sont quand même des moyens pour permettre à chacun de trouver la place qui lui revient de droit dans la société et pour construire une société équitable finalement. Et toutes ces technologies, tous ces nouveaux modes de travail peuvent être mis au service de la santé, du médical, de l'inclusion, avec des répercussions à la fin sur le bien-être de tous. Quand on voit les sous-titres automatiques, demain, aujourd'hui, ça peut être pour les personnes déficientes auditives. Demain, c'est aussi, quand on est dans le métro, pouvoir assister à une conférence sans avoir besoin d'entendre, parce qu'on a des bruits parasites. C'est finalement toutes ces innovations qui sont au service du handicap et du médical peuvent avoir une application pour le bien-être des gens qui sont pourtant dans la norme physique, on va dire, demain. Donc, c'est hyper important. Et cette agilité, cette gestion du changement, c'est aussi accompagner, quand on parle d'inclusion ou de santé, c'est accompagner tous les acteurs. On n'est pas seulement, par exemple, si on parle de la santé orientée patient, quand on s'intéresse aux patients, il faut accompagner le changement avec les soignants, avec tout le monde médical, paramédical, les aidants. C'est vraiment là aussi considérer toute cette approche systémique dans l'accompagnement du changement. Et là-dessus, il y a déjà des progrès énormes qui ont été faits, mais il y en a encore beaucoup qui restent à faire. Camille, on arrive bientôt au terme de cet entretien et j'ai envie que tu nous partages un secret. Parce que accompagner le changement, ça demande beaucoup d'énergie. Où est-ce que toi, tu arrives à trouver ta propre énergie? Alors, je parlais de créativité au départ. Je pense que c'est beaucoup ce qui m'aide finalement pour donner de l'énergie aux autres. Il faut réussir effectivement à en engranger soi-même et c'est réussir à donner des temps de pause. Moi, je fais de la calligraphie moderne, je fais du dessin et c'est ces moments-là de respiration intellectuelle qui me permettent de me recentrer sur moi et de remonter effectivement en énergie. Il y a ces aspects-là en solo, puis forcément aussi les aspects familiaux. Moi, je trouve, je récupère énormément d'énergie avec mes enfants. Ils m'en prennent beaucoup, mais ils m'en donnent aussi beaucoup plus. Donc, c'est ces deux éléments-là qui permettent après de se tourner vers les autres et de mettre les machines en route au service des autres, effectivement. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi. Et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Ampoule.